Merci, Bill. En effet, c'est une période de collaboration sans précédent. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencier principal. Clayton Christensen est professeur d'administration des affaires à la Harvard Business School, où il enseigne l'un des cours optionnels les plus populaires, construire et pérenniser une entreprise prospère. Il est considéré comme l'un des plus grands experts mondiaux non seulement en innovation, mais aussi en croissance, et ses idées sont largement utilisées par des organisations du monde entier. Clayton a écrit 9 livres, dont l'un s'intitule The Innovator's Prescription, et il a rédigé des centaines d'articles. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement sur scène Clayton Christensen. J'ai vu la médecine sous presque tous les angles imaginables d'un patient. Et je voulais juste vous dire merci à vous tous. Vous travaillez dans un secteur qui, à la base, n'a pas du tout été conçu pour vous aider à mieux faire votre travail. Il me semble que tout a été structuré pour vous compliquer la tâche. Et malgré tout cela, vous sacrifiez votre vie pour des gens tout à fait ordinaires comme moi. Alors j'espère que vous ressentirez ma gratitude et j'espère aussi que certaines de mes idées vous seront utiles. Un miracle va-t-il se produire? Je l'espère vraiment. La première réflexion que j'aimerais partager concerne cette diapositive, à savoir que nous essayons tous d'améliorer la façon dont nous dispensons les soins de santé. Nous voulons une meilleure qualité, des coûts plus bas, et nous travaillons sur une multitude de choses pour y parvenir. J'ai décidé que si nous ne faisons pas ces deux choses fondamentales, presque tout le reste de nos efforts pour améliorer la qualité et réduire le coût des soins de santé sera vain. Il faut absolument les faire, et plus on s'y mettra tôt, plus on aura de succès sur d'autres points importants. Et j'en ai simplement listé quelques-uns ici. On n'aura probablement pas assez de temps pour passer en revue chacun d'eux. Et en plus de cela, il y a encore beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire. Mais je veux d'abord me concentrer sur ces deux blocs bleus. Le fait d'adopter un bon modèle économique est la main visible du capitalisme managérial. C'est drôle, on parle tout le temps de modèles économiques, mais on ne se demande jamais vraiment qu'est-ce qu'un modèle économique. Et comment puis-je savoir ce qu'une organisation peut ou ne peut pas faire si je comprends ce qu'est le modèle économique? Un modèle économique s'organise autour de 4 blocs. Et le premier, c'est quelle est la proposition de valeur que nous allons offrir à nos clients? Si nous connaissons la proposition de valeur, alors nous savons de quel type de ressources nous avons besoin, quel type de personnes il nous faut, quelle technologie, quelle marque, quels équipements, quelles installations, etc. nous devons avoir à disposition pour pouvoir délivrer cette proposition de valeur. En utilisant nos ressources pour délivrer la proposition de valeur, des processus émergent et presque tous les processus émergent de cette façon. Par la suite, nous essayons de les gérer. Mais au début, les modes de collaboration qui nous permettent de combiner les ressources pour délivrer les processus sont des éléments très importants d'un business plan. Et enfin, la formule de profit. C'est-à-dire, de quelle marge avons-nous besoin? Et à quelle vitesse devons-nous faire tourner nos actifs pour obtenir le rendement exigé par nos investisseurs? C'est un élément très important du modèle économique. Et la formule de profit détermine donc essentiellement le type de proposition de valeur que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Et très rapidement, ces 4 blocs d'un modèle économique deviennent interdépendants et verrouillés.
Et il devient très difficile d'innover quoi que ce soit une fois que tout est verrouillé de façon interdépendante, à moins de tout changer. Et cela signifie qu'un modèle économique a de véritables forces et faiblesses. L'enseignement le plus important que l'on tire de cela, c'est que si vous devez fondamentalement transformer une organisation dont le modèle économique est déjà en place, il est très difficile de le faire. Presque toujours, il faut créer une unité commerciale distincte qui puisse élaborer un nouveau modèle économique à partir de zéro, car les anciens modèles rencontrent de grandes difficultés à changer. Quand je regarde le secteur de la santé, et surtout du point de vue d'un hôpital, il me semble qu'il y a environ 100 ans, le modèle économique a été mis en place et il n'existe aucune autre industrie au monde qui ressemble au modèle économique d'un hôpital. Parce qu'un modèle économique d'hôpital n'est pas possible, ce n'est pas plausible. Il ne devrait même pas exister. Donc, la proposition de valeur qui a été créée il y a 100 ans, c'était « Vous savez quoi, les gars, je me fiche de ce que vous avez. Amenez-le ici. Nous résoudrons n'importe quel problème pour n'importe qui. » Et ils ont, en quelque sorte, mis ça en néon devant l'hôpital. Tout le monde sait que, peu importe ce qui ne va pas, vous pouvez aller là-bas et ils essaieront de régler le problème pour vous. Avec cette proposition de valeur, et puisque personne d'autre au monde ne dit qu'il peut tout résoudre pour n'importe qui, les hôpitaux doivent rassembler des ressources afin de pouvoir résoudre n'importe quel problème pour n'importe quelle personne. Comme vous le savez, cela coûte très cher et demande beaucoup de capitaux. Et donc, nous utilisons ces ressources pour fournir la proposition de valeur et petit à petit, des processus émergent dans un hôpital. Et la plupart des processus se produisent tout simplement, mais ils existent pour vous permettre de résoudre n'importe quel problème pour n'importe quel client ou n'importe quel patient. Et par conséquent, c'est une organisation très complexe. Et ensuite, la formule de profit, c'est comment gagner de l'argent alors que chaque patient est différent et que le prix des services n'est vraiment pas clair. Et en réalité, la formule de profit, c'est « eh bien, j'espère qu'on aura plus d'argent qui rentre cette année que ce qu'on dépense. » Mais j'espère que vous comprenez que vous vivez dans un monde très différent de celui que le reste d'entre nous a dû endurer. Par analogie, dans mon cours, nous avons une étude de cas. Michigan Manufacturing fabrique des essieux pour voitures et camions et il y a 9 usines réparties dans le Midwest qui produisent ces essieux. Et l'une d'elles, située à Pontiac, dans le Michigan, était sur le point d'être fermée. La raison, c'est que c'était trop compliqué et trop coûteux. Et la façon dont ils réalisent leurs bénéfices, ou plutôt, la façon dont ils calculent leurs coûts dans ce secteur, c'est qu'ils répartissent les coûts en 2 catégories, les frais généraux et les coûts directs, puis ils calculent le ratio du nombre de dollars de frais généraux nécessaires pour soutenir un dollar de coût fixe. Et la plus efficace des 9 usines se trouvait à Maysville, dans l'Ohio. Ce ratio était de 2,20 $ de frais généraux pour $1 de coût direct. Très efficace. À Pontiac, dans le Michigan, les frais généraux étaient de 6,20 $ par dollar de frais directs. Et quelque chose n'allait pas dans l'usine, mais quand on regardait à l'intérieur de l'usine, on ne s'apercevait pas qu'ils gaspillaient de l'argent en frais généraux. Et voilà à quoi cela ressemblait si vous entriez dans l'usine de Pontiac, dans le Michigan. Elle était organisée par type de produit ou par type de technologie intégrée dans les machines
car regrouper les machines permettait d'optimiser leur utilisation et chaque machine coûtait plusieurs centaines de milliers de dollars. De plus, en les regroupant par technologie, cela permettait d'avoir les meilleurs opérateurs qui devaient être très qualifiés et ainsi on pouvait optimiser leur utilisation. Mais la principale raison d'organiser l'usine de cette façon, c'est qu'elle pouvait fabriquer n'importe quel essieu pour n'importe qui. Et la façon dont il procédait, c'est que les ingénieurs du client apportaient les plans de l'essieu et les remettaient à l'ingénieur de Pontiac, qui examinait le plan puis traçait un parcours pour la pièce à travers l'usine. Donc, dans cette illustration, on le coupe à la bonne longueur, puis on l'emmène aux machines de tournage, où l'on usine précisément le diamètre extérieur, puis on décide, on va l'emmener au département de taillage où on taille les engrenages dedans, et ça rend l'acier furieux, alors on va le laisser reposer dans un four de recuit, un four, jusqu'à ce qu'il reprenne le contrôle de ses émotions. Et ensuite, on va percer des trous dedans, puis le taraudage va faire les filetages, il faut ébavurer, puis il faut encore une visite au four de recuit, et ensuite on assemble le tout et on l'expédie. Et puis, quand le prochain CE, c'est le client apporte un autre design, il suffit de le faire passer par un autre chemin dans l'usine. Et c'est plutôt sympa parce qu'ils peuvent fabriquer n'importe quel design pour n'importe qui. Alors on a commencé à se demander pourquoi est-ce si cher. Et on a décidé d'aller à Maysville, dans l'Ohio, pour voir si ça ressemblait à ça. Et ça ne ressemblait pas du tout à ça. Ce qu'ils avaient fait 15 ans plus tôt, c'est qu'ils avaient pris les deux parcours à travers Pontiac qui avaient le plus gros volume, et ils avaient pris cette séquence de machines comme un serpent et soigneusement aligné cette séquence de machines en une longue ligne droite. Puis ils ont pris le deuxième design le plus, populaire, et ont pris cette séquence et ont mis cette structure comme un SP. Et ensuite, ils ont construit une usine autour de ça. Et ce qu'ils proposaient était très différent de ce qu'ils proposaient à Pontiac. Ces gars-là disaient, on peut fabriquer n'importe quel essieu pour n'importe qui. Amenez-le simplement ici. Et à Maysville, c'était, en fait, on ne fabrique rien pour personne, mais si vous avez un design que l'on peut réaliser en suivant l'une de ces deux séquences d'activité, alors là, on peut le faire à très faible coût et avec une très grande qualité. Et c'est pour ça qu'ils n'avaient besoin que de 2,2 $ de frais généraux par direct dans l'Ohio, alors que ceux de Pontiac avaient besoin de 6,2. Et ça nous a vraiment aidé à comprendre ce qui se passait. Maintenant, si je prenais ma gomme et que j'effaçais les noms de ces machines et que je vous demandais, ce schéma représente-t-il un hôpital ou une usine d'essieux? Qu'est-ce que vous répondriez? C'est exactement la même chose et la raison est exactement la même. Et c'est que cette usine, leur but est de fabriquer n'importe quoi pour n'importe qui, tout comme un hôpital général. Et à cause de cela, ils sont très coûteux et très gourmands en capital et en frais généraux vraiment intensifs. Et à mesure que nous essayons de faire au mieux avec nos hôpitaux, ils sont vraiment devenus, non seulement compliqués, mais carrément impossibles. Et il me semble que si on me demandait de devenir le PDG d'un hôpital, j'y réfléchirais à 2 fois. Devenir, responsable de quelque chose qui ne peut pas réussir. Et il y a une partie du problème avec cette complexité, c'est qu'il existe 3 modèles économiques fondamentalement différents dans le monde et nous essayons de faire coexister tous ces modèles qui sont fondamentalement incompatibles,
au sein d'une même organisation. Donc le premier type de modèle économique qui existe dans un hôpital, on l'appelle les solution shops. Un solution shop est une entreprise qui identifie les problèmes et recommande des solutions. Il existe donc des cabinets de conseil comme McKinsey qui sont essentiellement des solution shops. Vous les payez une fortune et ils reviennent vers vous pour vous dire quels sont vos problèmes et comment les résoudre. Les activités de diagnostic et d'intuition dans les hôpitaux sont essentiellement des activités de type solution shop. Et dans un modèle solution shop, la seule façon de générer des revenus, c'est de facturer à l'acte. Parfois, Ba et compagnie, l'un des grands solution shops spécialisés dans les problématiques d'entreprise, ont essayé de conclure des accords avec leurs clients pour recevoir une partie de leur rémunération sous forme d'honoraires fixes et le reste conditionné à la réussite de la mise en œuvre de leurs recommandations. Mais ils doivent toujours faire marche arrière, car les résultats dépendent de tellement de facteurs autres que la qualité de leur définition des problèmes et de leurs recommandations, que ce type d'activité doit forcément être facturé à l'acte. Et donc, la facturation à l'acte a mauvaise réputation chez le prestataire de soins, mais je pense que ce que nous en apprenons, c'est que non, il existe bel et bien une situation où la facturation à l'acte est nécessaire. Et c'est parce que nous ne savons pas quel sera le résultat, et donc nous devons mesurer le coût. Et il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent de l'argent grâce à la facturation à l'acte, et celle-ci en fait partie. Pour illustrer à quoi pourrait ressembler un solution shop, un ami à moi, Dave Snow, qui jusqu'à récemment était le PDG de Medco, a souffert d'asthme toute sa vie. Et ça a été difficile pour lui. Il a vu des dizaines et des dizaines de spécialistes et, selon ses propres mots, chacun a ajouté, retiré ou multiplié le nombre de pilules qu'il prenait. À un moment donné, il dépensait plus de 1 000 $ par mois pour son asthme et rien ne fonctionnait. Puis il a lu un de nos premiers articles sur les solution shops et il s'est rendu compte peu après qu'il existait à Denver une organisation appelée le National Jewish Medical Center qui est organisée comme un solution shop pour les maladies pulmonaires et respiratoires. En d'autres termes, leur métier consiste à définir le problème et à recommander une solution. Et il s'avère que l'asthme n'est pas une maladie, comme vous le savez probablement. Ce sifflement est un symptôme. Il est partagé par quelque chose comme 7 à 10 maladies différentes et on ne peut pas proposer une solution fiable à quelqu'un sans savoir de quel type d'asthme il s'agit. Alors, Dave a décidé d'aller tester cela, il s'est présenté et dès le premier jour, ils lui ont fait passer une série standard de tests, puis le deuxième jour, ils l'ont mis dans un T. Dans une une salle avec une table, et là, 4 spécialistes sont entrés, ils se sont assis et ont immédiatement commencé à se disputer entre eux. Sur ce que signifiaient vraiment les données, ils se sont posé des questions, ont examiné d'autres données, ont posé des questions à Dave, ont encore regardé des données, se sont encore disputés, et au bout d'environ 30 minutes, le chef du groupe s'est arrêté et a dit « Dave, je crois qu'on a trouvé. La raison pour laquelle tu n'as réagi à aucun de ces médicaments, c'est que tu n'as pas un de ces types d'asthme. Tu as ce type-là, et c'est ton jour de chance, il existe justement un médicament générique tout simple qui va régler le problème. Des produits propriétaires, et c'était une belle aventure, mais maintenant que le marché évolue, la pauvre Apple, est vraiment en difficulté. Sur la partie gauche, la façon dont vous devez gérer une entreprise correspond à ce que nous appelons la main visible du capitalisme managérial, et sur la partie droite,
c'est la main invisible du capitalisme d'Adam Smith. Donc, ceux d'entre vous qui sont des passionnés et qui ont lu un livre intitulé La richesse des nations d'Adam Smith en 1776, il avait cette vision du capitalisme en tête. Et dans cette vision, il y avait un prix clair pour chaque produit vendu sur un marché, et ce prix était juste. Et donc, si ici un secteur était en croissance et qu'un autre était en déclin dans l'industrie, la main invisible allouait le capital au secteur ou aux parties de l'industrie qui étaient en croissance et retirait le capital de ceux qui étaient en déclin. Et il a décrit le capitalisme comme un système très efficace et il est guidé par ce qu'il appelait la main invisible du capitalisme. Eh bien, avec le temps, nous avons réalisé qu'il existe certaines situations où la main invisible ne fonctionne pas. Et donc, si je veux faire affaire avec toi et que nous voulons traiter l'un avec l'autre à distance, il y a 3 conditions qui doivent être remplies pour que nous puissions commercer comme Adam Smith imaginait. Premièrement, je dois te dire exactement les spécifications que tu dois me fournir pour que cela fonctionne dans mon système. Donc, je dois être capable de spécifier ce que tu dois livrer. Deuxièmement, il doit y avoir un moyen pour moi de mesurer ce que je t'ai demandé de livrer. Et troisièmement, et c'est le plus important, il ne doit pas y avoir d'interdépendance imprévisible entre ta partie et la mienne, parce que si tu changes quelque chose, si tu fais quelque chose de différent et que je l'intègre dans mon système et que ça ne fonctionne pas, ça crée toutes sortes de problèmes. Et donc, si tu respectes ces 3 conditions, je peux spécifier, je peux mesurer, et il n'y a pas d'interdépendance imprévisible, nous pouvons interagir comme Adam Smith le décrivait, 2 entreprises différentes concentrées sur 2 choses différentes. Dans ce schéma, on appelle cela un système modulaire, où il n'est pas nécessaire d'être intégré pour participer au jeu. Mais si tu es dans l'autre situation, où en fait je ne sais pas comment spécifier ce que je veux que tu fasses pour moi, ou si je ne peux pas mesurer ce que j'ai besoin que tu me livres, ou, mon Dieu, si tu changes quoi que ce soit dans ta façon de travailler, j'ai peur que ça change aussi ma façon de travailler, alors je ne peux pas traiter avec toi sur une base indépendante, à distance. Et à la place, tu dois faire ce qu'on appelle la main visible du capitalisme. 2 bons exemples de cela sont, par exemple, lorsqu'à Henry Ford a commencé à fabriquer sa modèle T, l'acier qu'il pouvait obtenir de Carnegie Steel était variable. Il poussait l'acier dans une matrice pour transformer une plaque plate d'acier en une aile de voiture, et de façon imprévisible, une partie de l'acier rebondissait de 2%. D'autres rebondissaient de 7%. Et donc, les dimensions de ces ailes de voiture variaient de 5%, et Carnegie n'arrivait pas à maîtriser ce problème, alors, Ford a dû construire sa propre aciérie, et en prenant le problème dans son ensemble, ils ont pu le résoudre. En tant qu'acteurs indépendants, ils n'y arrivaient pas. Et là où je pense que se trouve actuellement le secteur de la santé, c'est que nous sommes dans un domaine où nous avons besoin de la main visible du capitalisme managérial, parce que les 3 conditions nécessaires pour que vous soyez indépendants de moi rendent les choses très difficiles et très compliquées et ajoutent beaucoup de coûts au système. Alors que la main visible vous permet de prendre des décisions qui sont optimisées pour le système et non pour ma partie individuelle. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ce que nous entendons par la main visible. Imaginez simplement que Harvard décide de vendre ses cours à l'unité aux étudiants. D'accord, imaginez simplement que nous voulions faire cela. Eh bien, il faudrait fixer un prix pour le cours
Et comment allons-nous fixer ce prix? Parce qu'il devrait représenter le coût de production du cours, mais il devrait aussi refléter la valeur du cours pour le client, d'accord? Très bien. Comment devrions-nous fixer le prix de littérature anglaise 435? Sérieusement, comment fixer ce prix? Eh bien, si nous avons de bons comptables, nous pouvons estimer avec un certain degré de précision le coût de la mise en place du cours. Mais quelle est la valeur de littérature anglaise 435? Eh bien, elle est différente pour chaque client, non? Donc, c'est compliqué. Et ce qui compliquerait encore les choses, c'est que se passerait-il si elle décidait de vendre ses cours à l'unité? Quel prix serait le meilleur? Eh bien, cela dépend de la valeur. Mais, quelle est la valeur? Eh bien, on ne peut pas la mesurer, tu sais. Et comment allons-nous fixer le prix de Chimie 311, bon sang? Parce que tout cela est réparti entre les laboratoires et tout le reste, alors ce que les universités ont fait, c'est, mesdames et messieurs, en fait, nous ne pouvons pas mettre un prix sur un cours. Parce que leur valeur dépend de tellement de choses, il y a des prérequis, des cours à suivre après, des matières communes, leur réputation, et Harvard, bien sûr, c'est mieux que Yale, mais est-ce que Yale est mieux que qui sait? Alors les universités disent, les gars, tant pis. Payez juste les frais de scolarité, on vous prend une somme chaque année, et puis si vous voulez vous saouler tous les jours et ne jamais aller en cours, c'est votre choix. Tu vois? Et si tu veux suivre 2 fois plus de cours, c'est ton choix. Mais comme ces conditions n'existent pas, il n'y a pas de prix que je puisse fixer, il y a tellement d'interdépendances, essayer de traiter avec l'université cours par cours serait juste horrible. Eh bien, comme vous pouvez le voir, l'avis de Clay, c'est que je suis, un médecin. Un patient arrive et je dis, mec, je pense qu'on devrait faire ce test. Mais mince, le coût de ce test est d'environ 4000 $. Peut-être qu'on devrait, peut-être qu'on ne devrait pas. Tu vois? Et à cause du remboursement, on doit avoir un prix pour chaque test, chaque procédure, chaque consultation, chaque utilisation de quoi que ce soit. Et, ça rend le monde très coûteux parce qu'on essaie d'obtenir un remboursement, on doit donc fixer un prix. D'où viennent ces prix? Alors imaginez un peu, comment allons-nous fixer le prix de littérature anglaise 435? Dans un hôpital, comment définir le PR? Comment mettre un prix sur le coût d'un test? Eh bien, je pense que ce qu'ils font, c'est que quelque part à Silver Springs, dans un sous-sol, il y a une machine qui génère des nombres aléatoires. Et il y a toute une industrie qui s'est développée autour de la prise de ces nombres aléatoires et de la tentative de les faire refléter la réalité. Mais c'est un problème très compliqué, et si vous regardez sous la machine, il est écrit « fabriqué au Kremlin dans les années 1940 ». Et les communistes ont décidé que ce n'était pas une machine fiable. Et mais la raison à cela, c'est que nous avons un système de remboursement. Et surtout pour le modèle économique qui repose sur les processus, ce système est tout simplement faux. Et rendre un système fou plus efficace, ce n'est pas aussi productif que de le changer fondamentalement, et cela nécessite un capitalisme managérial, c'est-à-dire des personnes qui associent les bonnes choses aux bonnes choses. J'ai le sentiment que le remboursement en tant que modèle économique, devra disparaître, sauf pour les entreprises de type Solution Shop où c'est vraiment essentiel. Mais c'est pour ça que,
Je dis que si nous ne résolvons pas ce problème, c'est que nous sommes organisés de la mauvaise manière. Nous essayons de proposer des soins de santé sous la main invisible de la concurrence parfaite, et ce n'est pas la bonne façon de s'organiser. Et donc, tout le reste que nous faisons va être difficile. Comment peut-on bouleverser le secteur de la santé? Eh bien, est-ce que je pense que les hôpitaux vont devenir bon marché? Je pourrais prier et jeûner tous les week-ends pour le reste de ma vie en espérant que les plus chers deviennent abordables. Et ça met ma foi à l'épreuve. Mais ce que je pense vraiment plausible, c'est qu'il faut introduire la technologie pour que les cliniques ambulatoires puissent commencer à faire ce que, historiquement, nous devions traiter à l'hôpital. Et ensuite, il faut intégrer la technologie dans les cliniques afin qu'elles puissent accomplir des tâches de plus en plus sophistiquées pour que nous ayons de moins en moins besoin de recourir à l'hôpital. Et puis, il faut amener la technologie dans les cabinets médicaux et les cliniques de proximité pour que l'on puisse y faire les choses les plus simples qu'aujourd'hui nous devons encore traiter en clinique. Mais il faut continuer à faire avancer la technologie pour que ces nouveaux lieux de soins puissent accomplir des tâches plus sophistiquées et finalement amener la technologie jusque chez les médecins ou chez les patients afin qu'ils puissent faire des choses qui, historiquement, étaient réservées aux spécialistes. Et ceux d'entre vous qui sont confrontés à la dialyse savent qu'il existe aujourd'hui des technologies qui permettent de le faire directement à la maison. Et en rendant cela abordable et accessible, tout le monde y gagne. Et de la même manière, plutôt que d'espérer que les spécialistes acceptent des baisses de salaire, j'ai dû amener la technologie aux médecins traitants afin qu'ils puissent commencer à faire les choses les plus simples, celles qu'aujourd'hui ils se sont obligés d'adresser à un spécialiste. Mais il faut continuer à intégrer la technologie dans sa pratique pour qu'elle puisse faire des choses plus sophistiquées, et de la même façon, les infirmières praticiennes et les pharmaciens, afin qu'ils puissent eux aussi accomplir des tâches plus complexes, tout comme les prestataires de soins familiaux qui pourront ainsi réaliser des actes plus avancés. Donc, s'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette présentation, ce serait 3 points. Premièrement, nous devons fondamentalement résoudre le problème selon lequel différents modèles économiques sont nécessaires pour différentes propositions de valeur pour le client et qu'une offre unique, qui ne convient à personne et prétend tout faire pour tout le monde dans chaque établissement, nous pose des problèmes. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons besoin de gestion, car le marché ne peut pas gérer les interdépendances entre tous les prestataires. Et enfin, le troisième point, c'est que nous devons bouleverser l'industrie, et donc nous devons introduire la technologie afin que des soignants moins coûteux et des lieux de soins moins onéreux puissent accomplir des tâches plus sophistiquées. C'est ce mécanisme qui nous permettra de rendre les soins de santé abordables et accessibles. Voici ce qui, à mon avis, doit nous inquiéter à propos de ce problème. Je pense qu'environ 90% des Américains sont pris en charge par des entreprises qui fonctionnent comme le décrivait Adam Smith, c'est-à-dire des prestataires indépendants qui gèrent leur propre partie du système. Il y a donc des hôpitaux, des cliniques, des cabinets de médecins indépendants, il y a le Minute Clinic, il y a des assureurs qui couvrent tout ça, et chacun gère sa propre partie du système, mais ce n'est pas le bon système pour la majorité des soins de santé. La façon dont ces acteurs fonctionnent, leurs incitations, c'est que si je travaille dans un hôpital du groupe Partners, j'ai intérêt à racheter tous ces autres acteurs pour essayer d'attirer leur volume vers l'hôpital, parce que j'ai besoin de garder mes lits occupés. Et j'ai l'impression que ce que j'appellerais le capitalisme individuel ou le capitalisme à la Adam Smith est organisé pour maintenir l'ancien système sur son trône pendant très longtemps.
L'autre système, que je vais qualifier de capitalisme géré ou de main visible, regroupe des prestataires de soins de santé comme Intermuntin, certains de Gésinger et Kaiser Permanente, où ils ont intégré le système de remboursement en interne essentiellement, tout comme les universités qui perçoivent les frais de scolarité de leurs étudiants, ils gèrent eux-mêmes les paiements et les flux financiers de manière autonome. Voici un coût fixe, et l'avantage de ce type de système, c'est qu'ils gagnent de l'argent en gardant les gens en bonne santé, contrairement à l'autre système où ils gagnent de l'argent quand les gens tombent malades. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est très important pour nous de nous attaquer à ce problème. Si nous ne changeons pas fondamentalement ce modèle pour que les soins commencent à être fournis par ceux qui gagnent de l'argent en gardant les gens en bonne santé, eh bien, nous continuons simplement à tourner en rond avec nos problèmes. C'est ce que j'essaie d'illustrer sur le côté droit, où le capitalisme managérial cherche à orienter la prestation des soins vers des soignants capables de fournir la bonne quantité de soins. Donc, voilà où nous en sommes. Je suis content que ce soit vous qui soyez à vos postes et pas moi. Si jamais vous trouvez cela trop difficile, je vous recommande de démissionner et de venir à Harvard pour devenir professeur comme moi, parce que dans ma position, tout ce que j'ai à faire, c'est parler, et c'est vous qui devez agir, ce qui est, pour moi, une belle profession. Mais je crois vraiment que si l'on remonte dans l'histoire de pratiquement toutes les industries, elles ont toutes traversé cette transition d'une manière ou d'une autre. Elles ont commencé avec des produits compliqués et coûteux, accessibles uniquement aux riches, puis elles ont connu ce genre de transition que nous appelons la disruption, et aujourd'hui elles proposent des produits et des services bien plus abordables et accessibles, permettant à beaucoup plus de gens d'avoir accès au meilleur. Et je crois que cela arrivera aussi dans le domaine de la santé. Le fait de rendre les soins de santé abordables et accessibles aura pour conséquence que beaucoup plus de personnes en bénéficieront. Et vous pourriez voir ces évolutions comme une menace. En réalité, c'est une formidable opportunité pour nous tous. Mais pour en profiter, il faut comprendre que le modèle économique doit évoluer, que le mode de remboursement doit changer, à l'exception des solution shops. Nous avons besoin des solution shops parce qu'il faut définir le problème et ainsi de suite. Nous avons donc interviewé un médecin de notre région, Gordon Williams, qui est professeur titulaire à la Harvard Medical School et qui est vraiment devenu une référence mondiale en endocrinologie et en hypertension. Nous avons étudié et interviewé ce médecin pour comprendre comment il avait accompli un travail aussi remarquable dans son domaine. Et il a dit, le problème avec la recherche médicale, c'est qu'ils sont obsédés par les données et ils pensent que si leur étude porte sur un N de 2, 20 000 patients, c'est un meilleur résultat que si vous en avez 2000 et ainsi de suite. Parce que les P sont meilleurs, les R carrés sont meilleurs, etc. Il a dit, mais au final, ils ne peuvent que nous montrer ce qui est corrélé à quoi. Et il a dit, je pense que toutes mes recherches ont été faites avec un N de 1, et la raison, c'est que ces gars-là étudient les symptômes. Moi, je veux comprendre la maladie. Et les maladies existent chez un patient comme un ensemble de processus, et ces processus s'entrecroisent à différents endroits dans le corps, et on ne peut pas comprendre les processus d'une maladie si on essaie d'étudier simultanément 20 000 patients. On ne peut le voir qu'en étudiant un N de 1. Et puis il a dit, au final, je peux. Il a dit, j'essaie de comprendre, je n'essaie pas de comprendre le patient, j'essaie de comprendre la maladie. Parce que si je comprends la maladie, alors quand un patient se présente à moi, je ne dis pas, il y a 60% de chances que ce soit votre problème.
parce que je ne veux pas parler à un patient comme à un membre d'une population. Quand le patient vient, je veux pouvoir dire « vous avez cette maladie » ou « vous n'avez pas cette maladie, vous avez celle-ci ». Parce que si je peux définir leur maladie et non leurs symptômes, je peux leur apporter des soins de manière prévisible, leur fournir des soins de façon prévisible. Et c'est ainsi que des personnes à faible coût ou à coût plus bas peuvent faire des choses de plus en plus sophistiquées si nous essayons de comprendre les maladies et non pas seulement l'analytique des big data. J'espère donc que cela pourra aussi être utile à certains d'entre vous. Et je suis d'accord avec Gordon, nous dépensons beaucoup d'argent pour les symptômes et pas assez pour comprendre la maladie. Et si nous faisions cela et avions des centres de solutions, nous nous en porterions mieux. Et c'est votre jour de chance. Il y a juste ce médicament générique simple qui va régler le problème. Donc, on veut vous garder ici un jour de plus, juste pour être sûr. Nous allons faire un test d'effort à votre corps, mais nous sommes presque certains que cela résoudra le problème. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, quand Dave est retourné dans le New Jersey, il avait quelques questions. Il a dit, « Vous savez, j'ai vu chacun de ces spécialistes de nombreuses fois au cours de ma carrière, mais je les ai toujours rencontrés individuellement. Et c'est le premier endroit où j'ai pu les entendre intégrer ensemble leurs points de vue. Pourquoi est-ce ainsi ? » Et la réponse, évidemment, c'est que si vous essayez de faire en sorte que des partenaires à Boston coordonnent une réunion avec 4 spécialistes, il faudrait l'organiser 6 mois à l'avance. Et ces gars-là, parce qu'ils sont organisés autour d'un modèle économique différent, c'était une chose courante pour eux de pouvoir rassembler des gens pour se réunir et obtenir une perspective sur la maladie que personne d'autre ne pouvait avoir. Et la deuxième question que Dave s'est posée était « Est-ce que c'était bon marché ou cher pour moi de prendre l'avion jusqu'à Denver, de rencontrer 4 spécialistes en même temps, puis de rentrer chez moi ?» Mesdames et messieurs, c'était donné parce qu'il avait déjà dépensé des millions de dollars et perdu un nombre incalculable de jours à chercher une solution à un problème qui avait été mal diagnostiqué. Donc, voilà un exemple, le Solution Shop est une activité qui existe à l'intérieur de la plupart des hôpitaux, mais très peu d'hôpitaux sont organisés pour en faire une entreprise prospère. La Mayo Clinic le fait instinctivement à Rochester, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'existe pas de Solution Shop en Amérique pour le diabète de type 2, par exemple, une maladie terrible. Le type 2 n'est pas une maladie, c'est un symptôme, et il existe quelque part entre 12 et 22 maladies différentes qui partagent le même symptôme, à savoir un taux de glucose élevé. Mais il n'existe aucun endroit où l'on peut aller pour savoir de quel type de diabète de type 2 on souffre. Et donc, la plupart des personnes atteintes de type 2 prennent des médicaments qui ne sont pas adaptés à leur maladie. Maintenant, le deuxième type de modèle d'affaires dans un hôpital, que nous appelons une entreprise de processus, est une entreprise où l'on prend des choses incomplètes ou cassées, on leur fait subir des transformations, puis on les expédie à l'autre bout. La plupart de la fabrication, bien sûr, se fait dans un contexte d'entreprise de processus, mais l'éducation est aussi une entreprise de processus. Chaque année, à la Harvard Business School, nous accueillons 900 personnes très complètes et quelque peu cassées. Et nous leur faisons subir des transformations chaque jour pendant 2 ans, puis nous les expédions, perfectionnés, à Wall Street. Et on peut prédire à l'avance combien cela va coûter, donc nous pouvons leur demander de payer pour le résultat et non pour l'apport. C'est pourquoi le paiement à l'acte pose tant de problèmes lorsque nous essayons de gagner de l'argent dans une entreprise de processus de la même manière que dans une entreprise de type Solution Shop,
alors qu'il s'agit fondamentalement de deux modèles d'affaires différents. Et vous voyez les entreprises de type solution shop ou de processus émerger presque inévitablement, on ne peut pas les empêcher d'apparaître. Donc, dans la région de Boston, il y a un centre orthopédique appelé le New England Baptist Hospital, et en gros, ils ont arrêté de prendre des patients pour autre chose que l'orthopédie. Et parce que c'est là-dessus qu'ils se concentrent, ils sont vraiment efficaces, comme à Maysville, dans l'Ohio. Le coût de l'opération est similaire, mais les frais généraux sont bien moindres. Ainsi, à Boston, au New England Baptist, vous pouvez le faire à un coût environ 45% inférieur à celui du Mass General Hospital à cause des frais généraux. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, au nord de Toronto, il y a l'hôpital Schuldis. Là-bas, ils ne font que des opérations de hernie et ils peuvent les réaliser à un coût 60% inférieur pour la réparation des hernies. Et en fait, c'est un peu comme un club de golf. C'est un endroit agréable où aller. Et puis, le troisième type, on l'appelle un réseau facilité, et il s'agit principalement d'entreprises où les gens interagissent entre eux, et ceux qui orchestrent le réseau, ce sont eux qui gagnent de l'argent. Il faut payer des frais d'adhésion. Donc, les télécoms sont un réseau facilité, et la plupart d'entre nous commencent à se rendre compte que la prise en charge des maladies chroniques, comme des lives pour le diabète de type 1 ou Crohn.org, ce sont des organisations où les patients s'enseignent et prennent soin les uns des autres et s'apprennent mutuellement à gérer leur maladie. Et en fait, c'est un meilleur modèle économique pour les maladies chroniques que les hôpitaux ou les cabinets médicaux. Alors, si on vous propose de devenir PDG d'un hôpital, réfléchissez Y de cette façon. Imaginez que vous preniez MC Kinsey, que vous le fusionniez avec les opérations de fabrication de Whirlpool, puis que vous fusionniez le tout avec Northwestern Mutual Life, et que vous disiez simplement « voilà votre entreprise ». Et nous voulons que vous présentiez vos résultats financiers sur le même état intégré et que vous mesuriez les choses de la même manière. C'est tout simplement impossible à faire. Donc, pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des hôpitaux ou qui dirigent des hôpitaux, je prie pour vous. Maintenant, une façon de résoudre ce problème, bien sûr, serait de créer 3 hôpitaux, pas un seul. Et il nous faut probablement quelques établissements intégrés où les cas vraiment compliqués peuvent être pris en charge. Mais pour la plupart d'entre nous, on pourrait recevoir des soins à un coût bien inférieur. Maintenant, je veux passer au deuxième des grands blocs que j'appelle, la gestion des soins de la gestion des soins. On peut décrire l'histoire de presque toutes les industries comme un ensemble de cercles concentriques. Et chacun de ces cercles représente des populations de personnes. La population au centre du cercle représente les clients d'un marché qui ont le plus d'argent. Et puis, à mesure que l'on s'éloigne vers les cercles plus grands, ils représentent des populations de clients de plus en plus nombreuses, mais qui ont de moins en moins d'argent, jusqu'à arriver à la périphérie, là où vous et moi vivons nos vies. Et presque toujours, les industries commencent au centre parce que les premiers produits et services sont tellement coûteux que seuls les riches y ont accès. Donc, juste pour illustrer simplement, avant de faire cela, je vais vous expliquer le modèle, puis je donnerai des exemples pour l'illustrer. Alors, imaginez une entreprise qui s'organise dans le cercle le plus central. Et dans chaque industrie, ce modèle décrit ce qui se passe. Dans chaque marché,
il existe une trajectoire d'amélioration que les fournisseurs proposent à leurs clients. Et c'est leur capacité à offrir des améliorations. Dans chaque marché, il existe une trajectoire différente d'amélioration que les clients sont capables d'utiliser. Et on constate que la capacité à fournir des améliorations augmente, les améliorations offertes progressent plus vite que la capacité des clients à les utiliser, si bien qu'à gauche, les premiers produits ne sont pas assez bons pour répondre aux besoins des clients. Et puis, à droite, ils dépassent ce dont ils ont besoin. Et une bonne façon de visualiser cela, c'est de revenir au milieu des années 1960, quand nous avons commencé à apprendre à faire du traitement de texte sur ces premiers ordinateurs personnels. Vous vous souvenez à quel point ces ordinateurs étaient nuls? Et à peu près toutes les 30 secondes, il fallait arrêter de taper pour laisser la puce Intel 286 rattraper, parce que la puce la plus rapide du monde n'arrivait pas à suivre la cadence de nos doigts. Mais à mesure qu'Intel a continué à sortir des puces de plus en plus rapides, si vous ouvrez votre ordinateur portable aujourd'hui, vous n'utilisez qu'environ 15% de la capacité du processeur à l'intérieur. Intel a largement dépassé, a largement surestimé ce que la plupart des clients sont capables d'utiliser. Dans mon domaine, l'enseignement supérieur, du côté gauche, quand l'apprentissage en ligne a commencé à émerger, nous à Harvard regardions de haut les enseignants en ligne en disant « ce n'est pas aussi bien qu'Harvard ». Et c'était la bonne réponse à la mauvaise question. Et la vraie question, c'est est-ce que la technologie s'améliore à un rythme tel que des personnes qui ne sont pas aussi bonnes que nous aujourd'hui pourraient en fait dépasser ce que nous pouvons faire demain? Et si l'un d'entre vous a suivi des cours en ligne récemment, oh là là, c'est tout simplement extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire. Et, eux, de simples professeurs ordinaires ne peuvent pas s'améliorer aussi vite. Maintenant, les innovations qui permettent aux entreprises d'arriver sur le marché avec des produits de plus en plus performants, nous les appelons des innovations de soutien. Presque toute l'innovation dans le secteur de la santé a été de nature soutenante. Nous essayons d'améliorer de bons produits afin de pouvoir les vendre plus cher à nos meilleurs clients. Mais il existe un autre type de technologie que nous appelons l'innovation disruptive. Et l'innovation disruptive transforme des choses compliquées et coûteuses en choses tellement plus abordables et accessibles que beaucoup plus de gens peuvent y avoir accès. Et ce sont ces types d'innovations disruptives qui font baisser les coûts dans une industrie. Les innovations soutenantes font augmenter les coûts. Par exemple, dans l'informatique, un ordinateur central coûtait 2 millions de dollars et leur marge brute était de 1 200 000 dollars. Il y a eu une innovation disruptive qui a émergé dans l'industrie dans les années 1970, que nous avons appelée les mini-moulinets. Et un mini-moulinet était une armoire qui ne coûtait que 200 000 dollars au lieu de 2 millions, ce qui la rendait tellement abordable et accessible que les ingénieurs pouvaient désormais avoir un ordinateur dans leur service. Mais il n'offrait que des marges brutes de 90 000 dollars au lieu de 1,2 million, et donc toutes les entreprises qui fabriquaient des ordinateurs centraux ont passé le reste de leur vie à fabriquer des ordinateurs centraux toujours plus grands et plus performants, car descendre et fabriquer un petit mini-ordinateur simple n'avait aucun sens économique. Et ce sont toutes de nouvelles entreprises qui ont introduit les mini-ordinateurs sur le marché, et au final, les entreprises de mainframe ont toutes été éliminées. Ensuite, il y a eu l'ordinateur personnel, et si vous vous souvenez, il coûtait environ 2 000 dollars, pas 200 000. Des marges brutes de 7 cents dollars au lieu de 90 000, et l'ordinateur personnel l'a rendu si abordable que vous et moi pouvions avoir un ordinateur. Et au début, nous ne pouvions faire que des choses simples, mais bon sang, à mesure que l'ordinateur s'est amélioré,
des gens tout à fait ordinaires comme vous et moi ont pu commencer à faire des choses assez sophistiquées et un immense nouveau marché est apparu. Les entreprises qui fabriquaient les mini-ordinateurs, cependant, ont passé le reste de leur existence à fabriquer des mini-ordinateurs toujours plus grands et plus performants, car descendre vers quelque chose de simple n'avait aucun sens économique. Toutes ces entreprises étaient nouvelles et sont parties de la base, on les appelle Dell, Lenovo, Hewlett-Packard, Compaq, et ainsi de suite. Et puis la vague suivante a été celle du smartphone, qui coûte 2 cents au lieu de 2000, avec très peu de marge dessus, mais une toute nouvelle population de personnes possède désormais des ordinateurs et les utilise, et oh là là, ils s'améliorent à une vitesse incroyable, si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'achètent plus d'ordinateurs personnels parce que le smartphone peut faire presque tout ce qu'ils essaient de faire. Et comme cela s'est produit par le passé, les entreprises qui étaient les leaders dans les ordinateurs personnels ne fabriquent pas de smartphones. Donc Hewlett-Packard, eux, ils ne sont pas là, Dell n'est pas là, Lenovo n'est pas là, mais ce sont toutes de nouvelles entreprises. Donc la règle, c'est que dans les innovations de maintien, les leaders du secteur gagnent toujours, et quand il y a une rupture qui rend les choses abordables et accessibles, ce sont les nouveaux entrants qui l'emportent. Alors, pourquoi est-ce que cela vous intéresse, ou pourquoi devriez-vous vous y intéresser? Où se trouve la minute clinique sur ce graphique? Ils rendent cela abordable et accessible, de sorte qu'une plus grande partie de la population, pour qui les soins de santé sont une proposition très coûteuse, puisse y avoir accès en rendant cela abordable et accessible. Et nous, qui travaillons dans les hôpitaux généraux, au centre, nous avons tendance à les regarder de haut et à dire « ces gens ne sont pas aussi bons que notre hôpital », ce qui est la bonne réponse à la mauvaise question. Et, on va approfondir un peu plus ce point, mais c'est la théorie de la disruption et c'est le mécanisme par lequel les soins de santé, comme tous les produits dans toutes les autres industries, deviennent abordables et accessibles. Ce n'est pas en s'attendant à ce que les gens au centre deviennent bon marché, mais plutôt en les remplaçant par des prestataires à moindre coût. Maintenant, je voudrais parler un petit peu plus en détail d'organisation, et c'est une façon très importante d'aborder la question fondamentale, quand la structure d'une industrie doit-elle véritablement changer et quand est-ce que ça peut rester exactement comme ça, sans aucune modification majeure? Ici, ce que j'essaie de décrire à nouveau, c'est l'intersection entre, d'une part, le rythme auquel la technologie progresse et, d'autre part, notre capacité, en tant que client, à tirer parti de ces améliorations. Au début de presque toutes les industries, les problèmes sont tels qu'il faut être profondément intégré pour pouvoir pleinement participer, et la raison principale pour laquelle il est absolument nécessaire d'être intégré, c'est que l'interdépendance complexe entre les divers composants du système dépend intrinsèquement de tout le reste de manière fondamentale. Si vous modifiez un composant, vous devez changer la conception de tous les autres composants, et j'essaie d'illustrer cela avec les pièces de puzzle là-bas. Cela signifie que vous devez tout faire pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et dans l'histoire du secteur des smartphones, Nokia et le BlackBerry de RIM avaient des architectures extrêmement interdépendantes, et au début de chaque industrie, il faut que ce soit ainsi parce qu'on ne peut pas encore comprendre clairement comment les pièces s'assemblent. Mais quand le produit devient plus que suffisant du côté droit, comment pouvez-vous concurrencer lorsque vous dépassez les besoins des clients? Et la réponse, c'est que petit à petit, la façon de concurrencer change. Au lieu de fabriquer des produits de plus en plus performants, vous rivalisez en proposant des produits rapides, réactifs, personnalisés et accessibles, et pour pouvoir concurrencer de cette manière,
l'architecture passe d'un modèle interdépendant et propriétaire à un modèle ouvert et modulaire. Et vous voyez cela se produire aujourd'hui dans le domaine des smartphones. Le système d'exploitation Android est parfaitement modulaire, et c'est ce qui permet à Samsung et à une multitude d'autres fabricants de smartphones en Chine d'exister. Et la technologie est suffisamment performante pour que vous puissiez désormais décider, dicter comment les différentes pièces s'assemblent, et, cela vous permet de fabriquer des produits à des coûts bien plus bas. Donc la réalité, c'est que la stratégie, dépend de l'endroit où vous vous situez. Et Apple et les téléphones IP et les iPhones d'Apple étaient des produits propriétaires, et c'était